Salut à tous, c'est parti, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine de débat. On va garder la thématique retraite, on est toujours autour de cette formidable thématique retraite, donc 31 janvier maintenant, le prochain rendez-vous. Alors sujet qui est aussi, qu'on le veuille ou non, absolument passionnant avec des entrées multiples, ça reste le fameux chat GPT, dont on parle beaucoup autour de cette table. On va continuer à en parler, mais de toute façon on va en parler autour de l'innovation, Finalement, la seule question là pour moi maintenant, et puis alors on a l'interlocuteur qui va bien pour essayer d'y répondre, c'est pourquoi est-ce que nous on l'a pas fait. Ce truc-là était accessible en fait, à l'Europe, à la France, bref. Donc ça c'est quand même drôlement intéressant. Quoi d'autre? Ah bah évidemment France-Allemagne. Tiens, on va démarrer avec ça d'ailleurs, France-Allemagne. C'est parti, c'est Bismart. Non, finalement, on va commencer avec les retraites. Voilà. Non, parce que France-Allemagne nous va faire tirer un fil qui va nous amener à l'Europe, à l'innovation, à tout ça. Enfin bref. Et puis à Xi Jinping, pour finir, avec André Le Scruc-Pietri. Salut André, donc le patron de JEDI, Joint European Disruptive Initiative, et avec Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance. Tiens Wilfried, est-ce que le succès de la manifestation change la donne? Je pense qu'elle était attendue. Ah non, pas à ce point-là, Wilfried. En fait, compte tenu de la pression considérable qui avait été mise à la fois par les syndicats, par tous leurs relais sur les précédents jours, sur le fait qu'il fallait absolument réussir cette journée et que ça faisait des semaines qu'on en parlait, il était certain, alors oui, effectivement, 1,2 million, c'est beaucoup. Jamais vu depuis 30 ans. Que cette journée allait être une grosse réussite. La question maintenant, c'est la dynamique. Tout ce qui compte dans le cadre d'une confrontation comme celle-là, si on raisonne économie et théorie des jeux, c'est est-ce que c'est plus cher pour moi de continuer ou est-ce que c'est plus cher pour moi d'arrêter et de battre en retraite? Et ce qui rend les choses, ce qui change les données de l'équation, c'est est-ce que vous avez en face de vous une dynamique ou pas? Est-ce qu'il y a une dynamique sociale qui se met en place? Ce qui s'était mis en place en 95, c'est-à-dire qu'au début, il y avait des manifestations et ensuite on était monté progressivement. Ou est-ce que c'est pas le cas? Et donc, je dirais que tout va se jouer plutôt courant du mois de février. Parce que si en fait on part d'1,2 million, c'est énorme. Et si on part d'1,2 million et qu'ensuite on va vers 1,8 million, ce qui sont déjà des chiffres très importants, ce sera difficile de ne pas avoir des commentaires en disant une manifestation certes très importante, mais légèrement en retrait par rapport au premier cortège. Et donc, voilà, moi j'étais un petit peu étonné d'avoir une date relativement lointaine, c'est 15 jours après. Donc, voilà, il va falloir maintenir une certaine... C'est pour ça, la date elle est lointaine, parce que justement, ils veulent être sûrs de pouvoir remobiliser à la hauteur. Voilà, c'est toujours difficile de relancer, toujours au même niveau, voire encore plus. Donc, on va attendre. C'est probablement durant le courant du mois de février que ça va jouer, parce que ça va être coïncident avec les débats à l'Assemblée nationale. Donc, tant qu'on n'a pas ça, je pense que c'est difficile de se prononcer. En tout cas, moi, je ne me prononcerai pas. André? Je ne vais pas du tout avoir une lecture, on va dire, de politique politicienne, désolé. Mais c'est intéressant, la politique politicienne, ça c'est un moteur. Mais c'est le moteur. Mais moi, cette mobilisation qui pour moi est effectivement monstre, c'est quand même important, 1 million de personnes, ça montre qu'on n'a vraiment pas réussi dans ce pays à mettre l'avenir dans le débat politique. C'est simple, on s'intéresse à des choses techniques. J'ai d'ailleurs toujours pas compris, en n'étant pas technicien, ce que ça veut dire paramétrique, pas paramétrique. Enfin, tout ça, c'est pas l'enjeu. Ouais. C'est quoi l'avenir de nos enfants? C'est quoi l'éducation? C'est quoi le monde autour de nous qui est en train de changer? Et en fait, on n'arrive pas à réconcilier la classe politique qui est intéressée sur ces sujets de retraite et le reste du pays. Et l'autre chose, il faut bien l'avouer, c'est qu'il y a quand même une grande partie de nos concitoyens qui ne voient pas les fruits de la croissance depuis un bon moment. Alors, les inégalités, certes, n'ont pas augmenté autant qu'elles ont augmenté dans le reste du monde, mais on n'a plus ce désir d'avenir, désolé pour la mauvaise référence politique. C'était Ségolène Royal, ça? Oui, c'était Ségolène Royal, mais où est-ce qu'il est la discussion sur la recherche? Où est-ce que c'est la discussion sur... Tiens, on va voir, parce que c'est tout à fait la thématique de l'édito d'Éric Le Boucher, qui disait, voilà, parlez-nous de choses plus importantes que notre aide. C'est-à-dire que ça va capter en plus de l'énergie et du temps. Et ce dont on ne parle pas du tout, pour un détail, quoi. C'est la réforme de l'État. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent pour les retraites? Parce qu'on n'arrive pas à économiser ailleurs. Donc, à un moment, ces sujets-là, aujourd'hui, partent sous le tapis et c'est terriblement regrettable.
Ouais, c'est un gars qui décrivait ça, il disait, mais donc vous avez une fuite. Donc là, on nous dit, il va falloir davantage de sacs de sable pour éviter l'inondation. Mais personne ne dit qu'il faut réparer la fuite. Ouais, c'est... Très bonne image. Oui, c'est une bonne image. Ouais, c'est une bonne image. Ouais, c'est une bonne image. Et en fait, je trouve que on est tellement habitué à avoir des fuites dans tous les sens, et il y a tellement de responsables de fuites qu'on n'ose pas. On ne sait attaquer plus véritablement comment au réparer la problème. fuite. Voilà. On sait plus comment faire. Et effectivement, on a un véritable sujet, et on le sait en France que le véritable On a sujet. perdu le plan du schéma de tuyauterie. Exactement. Ouais. C'est globalement la quantité de travail nécessaire pour maintenir nos dépenses sociales qui sont absolument considérables. Mais ça, personne ne le dit. Personne. On est en train effectivement de faire des calculs de l'apothicaire en disant mais alors est-ce que c'est 10 milliards de déficit? Est-ce que c'est en prenant en compte la productivité? Quelle hypothèse? Alors qu'en fait le sujet c'est on a besoin de plus en plus de quantité de travail avec une démographie qui baisse. Donc il faut que chacun travaille davantage parce qu'on a besoin de tellement pour un système qui est de moins en moins efficace. Mais ça effectivement l'efficacité du système on se pose pas la question. Et probablement un des ressorts, enfin, moi j'ai eu la chance d'aller pendant une semaine à Davos. Mais oui, tu vas nous raconter ça. La grande discussion à Davos, c'était qu'en fait le rapport au travail a totalement changé. Et c'est quand même assez incroyable d'entendre qu'aux États-Unis, la loyauté a disparu. Enfin, apparemment, on a tellement pressurisé le système pendant les 20-30 dernières années qu'aujourd'hui, avec cette espèce de remise à plat qu'a été la pandémie, aujourd'hui, on est sur un cynisme complet des salariés. Le fait que beaucoup de salariés aujourd'hui ne voient plus le travail comme un accomplissement personnel. Il y a le travail et il y a ce qui se passe. Donc, ils sont en train de devenir un tout petit peu plus européens. Mais est-ce qu'on se pose ces questions sur c'est quoi le travail, c'est quoi une année travaillée? Ces discussions un petit peu philosophiques probablement permettraient de faire beaucoup plus nation et de se poser la question pourquoi il faut travailler plus, moins, certains, la pénibilité, etc. Et ces discussions-là... Mais il a essayé, le président de la République, il a essayé. Parce que, je le disais la semaine dernière, tu as une forme de cohérence entre l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Mais c'est vrai que c'est vu toujours sous l'aspect de la contrainte. La réforme de l'assurance chômage, c'est la contrainte. C'est vrai qu'il a perdu complètement l'élan qu'il a pu avoir il y a quelques années. On va parler du franco-allemand, mais moi j'ai été frappé par les deux discours de la Scholz et de... Mais attends, d'abord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup trop lyrique quand on explique aux Français. Ouais. Je pense que c'est un projet d'avenir... Attends, tu as dit le contraire tout à l'heure. Non, on n'est pas assez... projet d'avenir ne veut pas forcément dire être dans les sphères éthérées que seuls quelques participants à des dîners parisiens comprennent. C'est aujourd'hui le cas. Moi, je ne comprends pas tout ce que dit Emmanuel Macron. Et je pense avoir plutôt quelques bagages pour le comprendre. Donc il faut un tout petit peu... Je rappelle cette anecdote qui est croustillante. Alors je ne sais pas si elle est vraie. C'est peut-être un fake news que je diffuse ici. Henri Krasuki, qui était... pour ceux qui ont moins de 50 ans ne le connaissent plus, mais qui était le leader historique de la CGT des années 70-80. Avait apparemment un doctorat d'État de philosophie. Et en France, un doctorat d'État, ça veut dire quelque chose, c'est pas le doctorat qu'on obtient en Allemagne après 5 ans d'études. Il avait pris le parti de réduire volontairement son champ lexical pour être compris d'une plus grande partie. Il avait même ce fameux tic de langage qui, dit-on, était vous savez, cette espèce de bégaiement qui, semble-t-il, était un tout petit peu forcé pour faire un peu plus... Pour faire peuple. Pour faire peuple. Et l'idée, c'est ça. C'est très dangereux, ça. Évidemment qu'il y a un risque d'émago absolu. Absolu. Il y a un risque d'émago absolu. Surtout mais ce que je veux juste dire, c'est sur cet espoir de champ lexical, il faut être compris par une grande partie de la population. Quand on n'est pas compris, sa vision n'est pas comprise. Elle peut être extraordinaire, elle peut être lyrique, elle peut être littéraire. Et c'est formidable d'avoir un président littéraire. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est qu'on ait une vision qui ne sera jamais partagée par les extrêmes, mais au moins 60-70% de la population. Aujourd'hui, vous avez 25% de la population qui comprend. Ce que De Gaulle avait dit, trouvez-moi un agrégé sachant écrire. Quand il cherchait Pompidou, voilà. Mais quand on se plonge dans certaines archives de l'INA sur des radios-trottoirs sur qu'est-ce que vous faites de vos loisirs, ne serait-ce que dans les années 70 ou 80, c'est pas le même niveau de vocabulaire qu'on a aujourd'hui. Mais ça, c'est frappant. Alors, c'est bizarre que tu parles de ça. C'est quelque chose qui me frappe. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et donc, on a baissé le niveau d'une façon extraordinaire en termes de champ lexical. Donc, à un moment donné, penser à un monde complexe, ça nécessite un minimum de richesse de langage. On pourrait philosopher sur le langage pendant longtemps, mais c'est nécessaire. Et là, effectivement, on se heurte à un véritable problème. C'est-à-dire comment faire comprendre, comment
comment instiller profondément la notion de complexité dans un monde qui le refuse, qui voit les idées simples, en fait. Oui, mais là, on n'est pas quand même dans un truc complexe. Quand on dit, dans les années 60, il y avait 4 cotisants pour un retraité, et qu'en 2050, on sera 1 pour 1, la pédagogie, il n'y a quand même rien de plus simple. Ouais, mais ça passe pas. Mais c'est pas de la pédagogie, Non, c'est factuel. Non, mais en fait, c'est... Non, on répond, les riches ont de l'argent, il faut leur prendre. C'est ce qui résonne avec ce que disait André. C'est ce que The Economist, et j'ai repris le terme, appelait l'économie à somme zéro. C'est-à-dire, en fait, on raisonne en disant, si moi j'ai quelque chose, ça veut dire que... Si moi je n'ai pas quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a, donc je dois prendre à cette personne. Ouais. On raisonne en l'économie étant, effectivement, un champ à somme zéro, c'est-à-dire un gâteau à se partager, Ouais. Et non pas un système qui crée de la valeur. Ouais. Et à partir du moment où on dit, en fait, s'il y a des riches, ça veut dire qu'il y a des pauvres. Et donc, s'il y aura moins de riches, alors il y aura moins de pauvres. Effectivement, tout est biaisé. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que je devrais travailler puisqu'il y a de l'argent, puisque les riches en ont. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est un raisonnement qui est extrêmement faux, mais qui est extrêmement compliqué de façon simple, pour reprendre tes termes, à casser. Parce qu'effectivement, il faut montrer que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Non. Et que tout le monde peut y gagner. C'est pas un gâteau qui se partage, c'est une chantilly qui monte quand on l'agite. Exactement. Exactement. Et l'art de la chantilly est un art subtil. Ouais, c'est Étienne Vasmer qui écrit ça, qui sera avec nous. On arrivera à le mettre parce qu'effectivement, c'est un sujet qui t'intéresse et qui moi aussi m'intéresse beaucoup. Et donc là, j'ai essayé de le faire venir, mais ça n'a pas été possible. Mais la prochaine fois, je pense qu'on pourra débattre avec lui de cette question très intéressante. Mais c'est vrai que ce qu'écrit Éric Le Boucher aussi est pertinent, c'est-à-dire que ça va mobiliser, ça va braquer encore plus une société déjà fracturée, et ça va mobiliser du temps public, du temps de parole, de l'énergie, sur des arguments à 2 balles, quoi. C'est effrayant, en fait. Et d'autant plus que, effectivement, le syndicat qui était censé être le syndicat réformiste, la CFDT, se sentait trahi. Et j'ai appris, effectivement, en lisant JDD ce week-end, que quelque chose que j'avais oublié, que le congrès de la CFDT qui avait porté au pouvoir Laurent Berger avait adopté dans le même temps une motion disant la CFDT refuse toute mesure d'âge sur les retraites. Oui. Et donc, même si lui peut penser éventuellement quelque chose de différent, on ne le saura jamais, mais il ne peut pas, il est coincé par ça. Et donc on n'a pas, effectivement, dans le champ syndical, normalement, cette porte de sortie un peu raisonnable qui permet de dire, oui, mais en fait, on a quand même un accord, ou en tout cas un semi-accord. Mais ça, il faut dire, puis on va arrêter là, parce que, mais il faut bien dire quand même que, et ça, on en a parlé, on a tout désossé, la mesure d'âge, autant le paramétrique arithmétique 4 pour 1 il y a 40 ans, 1 pour 1 dans 30 ans est incontestable, autant régler ça par une mesure d'âge plutôt que par des trimestres de cotisation supplémentaires. Mais même les ça ouvre un débat, mais comme le dit... Même les trimestres de cotisation, la motion de la CFDT en même temps que Laurent Berger, c'était y compris en termes d'allonger de la durée de cotisation. Une accélération de la réforme Touraine, c'était négociable. Mais parce qu'ils savaient à ce moment-là, moi je me souviens très bien de ce congrès, ils savaient à ce moment-là que de toute façon c'était plié. Ils savaient à ce moment-là que Macron s'était tellement engagé qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Ça rend les choses très très compliquées en termes de, effectivement, comme tu dis, de positionnement et de fait qu'il y a forcément un des camps qui va se retrouver véritablement à perdre. Et c'est jamais très bon. Non, c'est jamais très bon. Allez voir, on en a monté les extraits d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais... Ah mon Dieu! Bon, je retrouve son nom. L'ancienne DRH de la SNCF qui vient nous voir très régulièrement explique ça remarquablement bien. Quand on n'a rien à céder dans une négo, on n'est pas au mieux pour faire cette négo. André, sinon Davos, qu'est-ce que tu retiens, à part effectivement donc, ce rapport au travail Bon, difficile de résumer cette espèce de... Je sais pas, un truc qui toi t'a frappé sur le... Il y a eu un happening, c'est une sortie de l'ancien vice-président américain Al Gore, qui véritablement s'est emporté et on sent autour du climat que ce n'était pas fin, c'était pas ce qu'il a. Mais
notamment vis-à-vis des dirigeants, en disant nous collectivement nous échouons, les émissions continuent, vous arrivez tous avec vos jets privés. L'anecdote quand même sur Davos, ça se passe dans un petit village qui est un des plus hauts d'Europe, Suisse, il faisait moins 15, donc vous aviez vraiment une chape d'air froid et tout le monde était dans sa enfin tout le monde, tous les grands dirigeants avaient leur propre limousine qui, comme il faisait moins 15, tournait en permanence pour que surtout les voitures ne soient. Donc vous aviez une pollution sur une rue qui était... Et tout le monde allait d'une réunion climat à une réunion développement durable. Vous voyez. Donc ça, ce paradoxe, mais ça à nouveau, ça, on revient probablement sur cette histoire de perception, le climat aussi. Si le climat est perçu comme une contrainte et que les grands dirigeants, les grandes entreprises ne vont pas plus loin que l'approche progressive auquel aujourd'hui elles font face, on va avoir un problème aussi d'une partie de la population qui refusera de faire des efforts. Et on sait bien que si tout le monde ne fait pas les efforts, on n'y arrivera jamais. Mais vraiment, cette sortie d'Al Gore, on sentait qu'il était en colère, voire résigné, en disant on a perdu la bataille. Et vous aviez à côté un professeur que je vous encourage tous à lire, Johan Rockström, qui a parlé des limites planétaires, qui montrait de manière très éloquente qu'en fait, il y avait maintenant un lien entre l'épaisseur de glace au Groenland, le courant nord-atlantique, le déplacement vers le sud de la mousson qui risque d'être catastrophique pour tout le sous-continent indien en termes d'alimentation. Vraiment des choses assez, malheureusement, très, très, très inquiétantes. Voilà, c'est ça la... Que du bonheur. Que du bonheur à Davos. Voilà, que du bonheur. Alors ça, il y avait des bonnes nouvelles quand même. Que du bonheur à Davos. Bon, il y a Christine Lagarde, voilà, qui est venue dire. Mais il a raison. Je parle des bonnes nouvelles. Finalement, c'est presque notre histoire de taux d'intérêt en ce moment. C'est presque l'équivalent des retraites par rapport aux défis qui attendent la France. Parler de taux d'intérêt. Il y avait une bonne nouvelle et elle est tristement paradoxale, c'est qu'en fait la crise économique attendue en 2023, le spectre de cette crise majeure, en tout cas dans les pays développés, s'éloigne. Oui. Les perspectives en Allemagne sont meilleures que prévues, les perspectives en Chine sont meilleures que prévues, aux États-Unis, il y a une pénurie d'emplois, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, mais ça veut dire, les gens, je me rappelle en 2020, tout le monde qui promettait un monde différent, rappelez-vous, il y avait des débats tout le temps, non, le monde a continué comme en 40. Ouais. Et là, Enfin, comme en 40, non. C'est l'expression. Comme en 46. C'est l'expression. Non, ouais. C'est l'expression, mais 46-47. Allez. On n'a pas vraiment tiré toutes les conclusions de cette crise et également sur le fonctionnement des États. Et dernière petite chose. Mais vas-y, on a tout le temps, tu sais. Il y avait beaucoup moins en fait de dirigeants politiques. Ouais. Donc tous les grands dirigeants. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, ça redonne un peu à Davos. Parce qu'à un moment, c'est vrai que c'est devenu en fait, une sorte de mini sommet du G20 ou du G, tu sais pas quoi. C'était un peu ridicule. G20, ouais, voilà. Ouais. C'est vrai. Mais quand même, l'intérêt de Davos, c'était qu'on avait enfin dans une même salle ou un grand village virtuel, des dirigeants politiques, des grands leaders des médias, des grands dirigeants d'organisations non gouvernementales et syndicales et le business. C'est quand même devenu aujourd'hui, en tout cas cette édition-là, il y avait tous les grands dirigeants business de la planète, une grande foire commerciale où on rencontre ses partenaires et qui a un intérêt phénoménal. Mais cet aspect interdisciplinaire dont on voit bien qu'on en a besoin pour le climat, pour l'Ukraine, pour tout, il existe un tout petit peu moins. Ce que Klaus Schwab a inventé et qu'il faut lui reconnaître, ce qu'il appelle avec son accent suisse-allemand extraordinaire, le multi-stakeholder approach, donc l'approche avec les différentes parties prenantes, il faut lui reconnaître que ça, il avait bien vu. Il avait bien vu. Multi-stakeholder. Multi-stakeholder. Multi-cultifest. Bien. Wilfried, un mot là-dessus. Il y avait au départ, il y avait ce mot que je trouve tout le monde s'excitait sur le concept de polycrise. Ah oui, c'est le fameux. Le fameux truc de polycrise. Exactement, le fameux concept qui a été remis au goût du jour par Nouriel Roubini, voilà. qui n'est jamais en retard d'une catastrophe annoncée. Donc les crises s'entraînent en fait maintenant les unes les autres. En fait, tout le débat qu'il y a autour de ça, c'est que oui, il y a des probabilités, il y a des possibilités plus exactement, que effectivement on ait un peu partout des crises qui se déclenchent et qui s'alimentent les unes les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait et d'autre part, en fait, c'est assez simple, c'est assez simpliste d'enchaîner les probabilités en disant mais finalement
tout va aller mal. Nouriel Roubini a eu son heure de gloire au moment de 2007, puisque ça a été un de ceux, avec Abi Joseph Cohen, qui avait vu venir la crise immobilière. La crise immobilière des subprimes. Depuis 2011, il nous dit tout va aller de mal en pis. Et ça fait 11 ans qu'il a tort. Donc c'est vrai que c'est dur pour Nouriel. Et je me mets à sa place et je compatis. Ça doit être véritablement très difficile. Donc là, il se dit, là, je vais véritablement avoir raison, puisque en fait, avec le concept de polycrise, il y en a au moins une qui va se déclencher. Donc, et c'est vrai que c'est statistiquement assez probable. Toute la question que j'ai, moi, par rapport à ça, c'est que ça ne sera véritablement une polycrise, même si je le ramène un peu à mon domaine, que si on a un événement financier majeur, une crise financière majeure, qui vient se surajouter à tout ce qu'on vit aujourd'hui, qui bloque en fait les circuits d'approvisionnement, les circuits d'investissement, le flux financier général. On parlait du fait que finalement nos histoires de taux d'intérêt avaient que peu à voir avec la crise climatique. En fait, si, c'est-à-dire que plus on facilite les financements, et plus on va pouvoir effectivement trouver de façon... mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Tu vois le problème. Mais moins ce sera douloureux en termes d'allocation. D'accord, mais ce sera un détail à ce moment-là. Si tu as à un moment quelque part émergent, je ne sais comment, une stratégie mondiale pour essayer de limiter nos émissions de CO2, trouver le pognon, ce sera un détail, j'en suis certain. Mais c'est beaucoup plus facile si en fait le prix du temps est très très faible et le prix du risque est très très faible. Parce que non, moi ce que je retiens de cette histoire de polycrise, c'est l'erreur qu'on a commise avec l'Ukraine, c'est-à-dire tu laisses un foyer endémique, donc dans le Donbass, tu le laisses là, tu t'en fous en fait, c'est pas grave, ils sont loin, etc. Et à un moment, ça te pète à la gueule, et quand ça te pète à la gueule, effectivement là, les conséquences en domino sont maintenant majeures. Voilà. C'est le fameux concept de rhinocéros gris, c'est-à-dire le truc que tu vois effectivement paître quelque part, tu sais qu'un jour ou l'autre ça va faire beaucoup de dégâts parce qu'il va se mettre à charger, mais tant qu'il est tranquillement en train de brouter, tu dis c'est pas grave, je vais le laisser dans un coin et puis je vais monter mon petit campement à côté, ça va bien se passer. Puis un jour la bête s'énerve. Voilà. On va marquer la pause maintenant en fait, et puis ensuite on ira sur le franco-allemand, sur l'offensive techno-européenne que souhaite André. On va reparler de l'IRA, l'IRA pas. Parce que pour moi, IRA, à chaque fois, c'est l'Irlande, hein, mais c'est un truc de génération. Oui, je pense. Voilà. Donc de l'IRA américaine, et puis de ChatGPT, évidemment, dans un instant. On repart. Donc, le franco-allemand qui va nous amener sur l'ensemble de tes sujets, André. Non, il y a un chiffre que j'ai appris quand même à l'occasion de ce sommet, c'est que l'Allemagne a autant exporté vers la France en 2021 que vers la Chine. Et ça, peut-être, ça change un petit peu la donne. 121 milliards d'euros d'exportation vers la France, 122 milliards d'euros d'exportation vers la Chine. Alors c'est vrai que c'était un moment où la Chine n'avait pas... C'était avant la relance, on va dire ça comme ça. Mais je me disais, tiens, là, il y a un truc qui peut-être les fait réfléchir à ce fameux couple que nous, on désire. Tu as écrit une très belle phrase, d'ailleurs, où tu dis, dans le dernier point de vue que tu as écrit, que tu m'as envoyé sur LinkedIn, nous réagissons comme une épouse délaissée qui n'a rien vu venir. Oui, alors ça, c'est par rapport au plan américain. Oui, mais même là, ça marche aussi, en fait, sur le franco-allemand. C'est très dangereux. Alors, moi, je suis un enfant du traité de l'Élysée, de ce fameux... Puisque mes parents se sont rencontrés grâce à ça, donc je lui dois quand même beaucoup. Sans déconner. Oui. Écoutez, c'était pas... il paraît que certains historiens, maintenant, disent, en fait, tout cet objectif qui a été, notamment l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a envoyé tous les ans 10 000 Français en Allemagne et 10 000 Allemands en France, à peu près, et donc ce qui doit arriver forcément. C'était pas l'objectif premier. L'objectif gaulien et d'Adenauer, c'était quand même un objectif beaucoup plus stratégique. C'était une espèce de quelque chose qui permettrait aussi de remettre le sujet de sécurité, de défense européenne au cœur. Et ces sujets de société civile, qui étaient un peu en annexe, sont devenus absolument majeurs. En tout cas, pour moi, ça a eu un impact. Oui, donc vraiment, moi, j'y suis hypersensible. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de couple, on met de l'émotionnel. Et en fait, le danger, c'est qu'on est vraiment, on l'a bien vu hier avec un Olaf Scholz qui a essayé d'être émotionnel, qui a plutôt réussi son pari, d'avoir un discours... qui marquait l'histoire, alors qu'il est quand même normalement hambourgeois, du Nord, taiseux, etc., par rapport évidemment à un Emmanuel Macron qu'on connaît toujours lyrique. Dès qu'on met de l'émotionnel, on oublie l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est ça le problème du franco-allemand, c'est-à-dire on se contente d'émotionnel. Nous ne sommes d'accord sur rien. Alors vraiment sur rien. Aucun des projets stratégiques qu'on a ne fonctionne.
ou alors ils ne fonctionnent que véritablement en les poussant, regardez, le psychodrame du chasseur Le SCAF. du futur, le temps qu'on se mettra d'accord, il y aura déjà 2 générations qui sera passées, donc moi je lui prédis malheureusement pas forcément un avenir brillant. Pourtant, il faudrait que ça marche. Mais dès qu'on parle trop d'émotionnel, de couple, en plus, on laisse libre cours, quand ça va mal, au pire travers de nos 2 sociétés. Enfin, moi, j'ai vu quand même des tribunes en 2023, la début de cette année, de certains députés bien établis et pas du tout extrêmes. C'était à peine s'ils n'utilisaient pas le mot teuton pour parler des Allemands. Et on a l'inverse qui se passe. Alors évidemment, en Allemagne, le poids de l'histoire fait qu'on est un tout petit peu moins véhément vis-à-vis des Français, mais on sent que tout le monde en a gros sur la patate. Que ça soit sur l'hydrogène, À cause de l'histoire de l'énergie, là. évidemment sur l'énergie, évidemment sur l'espace, sur la Chine. Je veux dire, la visite solo de Donald Scholz début novembre en Chine a été vécue comme une véritable trahison à Paris. Mais enfin, dans un couple, normalement, on voit venir les choses. Mais c'est un paradoxe quand même, parce Et là, qu'en ce moment, on se rend compte qu'on a été trompé, on s'en rend compte quand le mari ou la femme revient. Voilà, et on se rend compte. Oui, mais quelque chose qui attends, s'est passé, je vais juste dire un truc, parce que personne ne le dit. En ce moment, il fait froid, là. On envoie du gaz en Allemagne, les Allemands nous renvoient de l'électricité, ça fonctionne. Oui. Non, mais Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Sans eux, on serait mal. Sans nous, ils n'y arriveraient pas, et sans eux, on n'y arriverait pas. Donc, la solidarité européenne aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire là-dessus, le fait que tous les grands sujets aujourd'hui sont discutés à 27 avec toutes les difficultés. Mais à nouveau, le problème, c'est pas que ça fonctionne, le fait qu'il faut qu'on fonctionne aussi rapidement que le reste du monde. C'est ça vers lequel il faut aspirer. Ouais. Parce que sinon, c'est notre influence dans le monde qui est aujourd'hui en train... Oui, on arrive à se chauffer, mais c'est pas un objectif en soi. on est d'accord. Je rappelle C'est sûr, quand que se satisfaire de ça, c'est... Je rappelle comment on est en train, sans s'en rendre compte, enfin si, beaucoup s'en rendent compte, de passer d'une dépendance russe à une dépendance qatari vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Elle est beaucoup plus diversifiée quand même. À partir du moment où tu es équipé en gaz naturel liquéfié, tu le fais venir de partout. On est diversifié, oui. Et deuxième chose, on est en train de rentrer à plein pot vers repousser encore plus le sujet de changement climatique. Je veux dire, le gaz naturel liquéfié n'apporte pas une solution au climat. Mieux que le charbon. Oui. Mieux que Si on regarde les Allemands, c'est mieux que le charbon. C'est toute la question de la transition. La vraie question, c'est ça. Est-ce que l'Europe, c'est une communauté avec un objectif de moyens, donc effectivement on fait mieux, ou est-ce qu'on a quand même un certain idéal? Quand j'entends qu'on veut être, et ça a été répété hier sous les dômes de la Sorbonne, qu'on sera le premier continent climatiquement neutre, aujourd'hui j'en doute. Aujourd'hui on n'en prend pas du tout la trajectoire. D'abord, être le premier est inintéressant. Par contre, de l'être, aujourd'hui on n'en prend pas du tout la trajectoire. Non, mais on sera peut-être le premier. Comme les autres prennent encore moins la trajectoire que nous, tu vois, C'est sûr. ça me paraît un objectif... Mais je pense qu'il n'y a plus cet idéalisme d'essayer de faire mieux et d'aller au-delà des discours. C'est ça ma grande... Mais surtout... Et je pense que ça vient fondamentalement du fait qu'on ne se comprend plus du tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi les élites qui se renouvellent, là, quand même. C'est-à-dire, je n'ai pas compris, en fait, dans toute la séquence, pourquoi Macron, qui pouvait, à la limite, Macron-Scholz... Mitterrand-Adenauer, Mitterrand-Kohl, tu comprends, etc. Mais là, que la nouvelle génération reprenne cette espèce de culte de ce couple qui n'a aucun sens, qui n'en a jamais eu aucun. Enfin, on n'est pas plus proche des Allemands que, j'en sais rien, moi, des Anglais, des Suisses, des Néerlandais. Non, il ne faut pas sous-estimer la portée symbolique. C'est Mais les deux pays qui, moi, je crois que cette portée se sont le plus massacrés, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire ouais, mais justement, il faut sortir de ça à un moment. Mais effectivement. Et on n'en sort pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai trouvé plutôt la séquencière très bonne, où il y a des discours, mais qui étaient très tournés vers... Rapproche-toi un peu du micro parce qu'on a le marteau-piqueur qui redonne de la voix là. Notre amitié maintenant quasi, enfin pas centenaire, mais en tout cas qui a 60 ans, mais on se tourne assez peu concrètement vers le futur. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et comment est-ce qu'on entraîne le reste de l'Europe? Là aussi, il y a une manière différente de voir. Si ce couple franco-allemand est vu comme une espèce de vase clos,
aujourd'hui, il aboutit de plus en plus à de la réaction très négative aujourd'hui en Europe de l'Est. Mais c'est ça le problème. Il est là pour moi, ce couple. C'est que tu cristallises une forme d'opposition de l'ensemble de ceux qui n'en sont pas. Donc, Je veux ça encore marche avoir pas. un petit peu d'espoir, c'est-à-dire j'espère qu'effectivement on arrivera à se renouveler. Mais à nouveau, c'est pas parce qu'on a 40, 50 ans qu'on est forcément jeune. Je trouve qu'il y a encore certains aspects qui sont où on est resté un petit peu dans le passé. On est dans les discours, on n'est pas dans l'exécution. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'impact. Mais on va y revenir avec l'IRA, justement, de l'exécution. Mais sur ce couple franco-allemand, là, désuet. Je serais un peu moins négatif quand même. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des dynamiques parce que l'Allemagne a été bouleversée complètement. C'est-à-dire que l'irruption de la guerre russe était quelque chose qui a totalement changé leur approche à la fois de la géopolitique, de l'économie, voire même peut-être de la finance. Enfin, tout a été totalement bouleversé parce qu'ils ont bâti l'intégralité de leur modèle et même de leur estime d'eux-mêmes après la guerre sur l'accessibilité d'un modèle énergétique en permanence et à peu de frais, qui leur permettait de déployer un outil industriel qui allait se déployer en plus vers la Chine. Et donc, le cumul de la fermeture de la Chine, du fait que c'est de plus en plus compliqué d'avoir ça, et de la guerre en Ukraine, fait que ce modèle-là, il a été totalement bouleversé. D'accord, Et donc, Wilfried, on l'a beaucoup raconté, mais ça marchait pas mieux avant, notre couple. ça marchait un petit peu mieux. Bon. Parce que non, mais en fait, Il y a 2 ans, il y a 3 ans, avec André, il y a 10 ans qu'on discute ensemble. Oui, mais en fait, chacun. Jamais tu as trouvé une dynamique. Il y avait des problèmes pour trouver des dynamiques, mais jamais personne n'avait. Enfin, jamais aucun des deux n'a eu en même temps une crise existentielle. Et c'est très très difficile de se mettre d'accord, parce que pour vous mettre d'accord à deux, vous devez déjà être très fort sur ce que vous êtes vous-même pour essayer de faire un pas vers l'autre. Or là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas en Allemagne. C'est plus le cas. Et je ne sais pas si ça a déjà été le cas en France, en tout cas ça fait longtemps que c'est pas le cas. Et donc les Allemands faisaient souvent un pas en disant c'est pas grave, on a toute notre puissance derrière, on peut se permettre d'aller vers les Français pour montrer qu'on va faire quelque chose en Europe. Et là aujourd'hui, c'est là où je suis un peu moins quand même pessimiste que les discours que j'entends. En fait, il y a effectivement une approche très à petits pas. Qui ressemble à l'approche européenne. C'est-à-dire on fait des petites choses, comme tu disais, sur l'énergie, mais quand même très utiles. On essaie d'avancer sur des dossiers très pratiques, alors très lentement, mais effectivement en disant finalement on ne va pas laisser se déployer des... Mais non, mais Wilfried, je suis pas d'accord. Il y a juste eu l'énergie. Il y a juste eu l'énergie là parce qu'on n'avait pas le choix, tout simplement. Mais regarde, puisque allons là-dessus, la réponse européen, c'est qu'on avance parce qu'on a oui, mais la réponse à l'IRA américaine, par exemple, on est mais en désaccord total. Enfin, on est d'accord à la limite pour qu'il y ait plus de subventions, mais les Allemands disent c'est vos subventions, c'est nos subventions. Il est hors de question de refaire un fonds européen et d'aller rechercher de la dette européenne mutualisée pour subventionner l'industrie et décarboner l'industrie. Voilà. Oui, mais ça, on ne peut pas demander à la France et à l'Allemagne d'aller seuls contre une tendance qui est une tendance mondiale au repli sur soi. Les deux subissent la même chose. On peut pas leur demander de dire soyez altruistes pour le monde entier. Mais il ne s'agit pas d'être altruiste là, il s'agit justement d'essayer de rassembler nos forces face à un monde qui est en train de se refermer. Pour rassembler ces forces, il faut avoir un minimum d'altruisme, y compris vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, on n'a plus trop ça. Donc chacun regarde ses propres intérêts. Ouais, et donc en fait, on est dans une diplomatie un peu à l'anglaise, pour reprendre des exemples qui vont tous nous rappeler de vieux souvenirs de cours géopolitique. En fait, les Anglais, c'est uniquement leurs intérêts. Oui. C'est pas les Anglais n'ont pas d'alliés. C'était une vieille phrase de la diplomatie britannique. Oui. Ils n'ont que les intérêts. En fait, de plus en plus, on va vers ce modèle-là, y compris en Europe. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à avancer, mais ça permet quand même de faire un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas très satisfaisant, je suis d'accord, mais on avance. Parce que la révolte qui monte à l'Est, en gros, les gars qui sont en train de dire mais vous, les Français, les Allemands, là, qu'est-ce que vous faites avec l'Ukraine ? Enfin, vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez rien. Voilà. Nous, on est frontaliers et on a vécu. Mais c'est une fracture Enfin, j'ai l'impression, André. La fracture profonde, c'est ça. Hein, c'est une fracture profonde. Qui l'ont vécu dans leur chair. Ah, mais total. Et qui voient arriver le moment où, en fait, en particulier les pays baltes. Enfin, moi, quand je dis quelques sites en anglais sur les pays baltes, les pays baltes sont
extraordinairement inquiets de ce qui peut arriver après l'Ukraine. Mais bien sûr. Ils sont, d'où les initiatives dont on parlait avant l'émission sur le fait que les pays baltes veulent créer le fameux groupe des trois mers entre la Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique. Dire, un groupe de pays du centre de l'Europe voilà, qui partirait donc de la Baltique jusqu'à la Grèce. Pour recréer des infrastructures nord-sud et sud-nord plutôt que des infrastructures est-ouest parce qu'ils se sentent extrêmement isolés. Et tout ceci, effectivement, pour eux, dire mais en fait les Allemands, les Français n'en parlent pas, mais même les Allemands ne nous comprennent pas. C'est-à-dire que lorsqu'ils hésitent sur les chars Léopard, pour les balles, c'est des choses qui sont, mais enfin c'est une question pour eux vitale. Et donc ils ne comprennent pas qu'on dit bon finalement on va attendre puis si les non, ils hésitent parce que André, je parle souvent, ils hésitent parce que les Américains hésitent. Oui, mais on voit bien qu'on est quand même à un moment clé où il y a un risque d'escalade qui est considérable. C'est ça qui fait hésiter les Allemands. Mais c'est d'abord parce que les Américains eux-mêmes ne veulent pas envoyer d'Abrams pour l'instant. Absolument. Voilà. Absolument. D'ailleurs, mais c'est ce qui a rendu, semble-t-il, Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, furieux, puisque les Allemands ont eu cette phrase vendredi dernier, je crois, qui est de dire nous attendons de voir quelle est la position américaine. Absolument. Donc, on renvoie la patate chaude à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, c'est difficile. Mais je reviens quand même sur cette histoire des pays baltes. C'est que nous n'avons pas aujourd'hui, et je pense que là il y a encore un phénomène, cette fameuse phrase de Chirac que les Européens de l'Est ont encore en tête, pour paraphraser, qui aurait pu prédire la crise climatique, qui aurait pu prédire l'Ukraine. Vous alliez depuis 20 ans dans les pays baltes, c'était écrit, alors c'était pas le scénario qu'on a vu se dérouler, mais ceux qui disent qu'ils sont surpris, c'est-à-dire qu'on ne fait pas notre boulot. On était très focalisé sur le terrorisme, on est très focalisé sur le Sahel. Si on a une vraie ambition de puissance mondiale, je parle maintenant de la France, et évidemment de la fameuse commission géopolitique que prédisait Ursula von der Leyen, mais il faut se donner les moyens d'anticiper. Nous n'anticipons pas. La seule chose qu'on sait faire dans ce continent, c'est quand on a un problème, on crée un fonds. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Mais c'est la réponse à tout. Malheureusement, l'argent ne remplace pas l'intelligence. Et aujourd'hui, on n'a pas anticipé le bouleversement technologique. Je crois qu'on va en parler. Ouais. On n'anticipe pas la fusion nucléaire, qui sont les deux grands sujets dont on a parlé à Davos, la fusion et ChatGPT. On n'a pas anticipé la Russie. On ne pense plus le monde. On est concentré sur nous-mêmes. Il faut vraiment qu'il y ait quelques courants d'air qui passent à Bruxelles, à Paris et à Berlin. On est focalisé sur nous-mêmes. Paris est focalisé sur Paris. C'est quand même... Et sur les trimestres de retraite, on en revient là. Terrible. Notre sujet à nous, c'est 1 ou 2 trimestres de retraite en plus ou en moins. Je suis moi sur 50 points de base de montée de taux. De montée de taux, voilà, c'est ça. Et là où moi je reste fondamentalement optimiste, peut-être idéaliste, c'est que normalement, dans cette diversité européenne qui aujourd'hui pose problème, parce que tu le disais très bien, les pays ont des niveaux d'avancement ou de maturité ou de prise de conscience différents, cette diversité... Donc c'est du management. Je pense qu'on a aujourd'hui de très mauvais leaders politiques dans le sens où ils n'arrivent pas à gérer cette diversité. C'est terrifiant. Non, je crois. Le sommet quand même, c'est les 35 heures et demie du modem. 35 heures et demie. Je pense que là... Et demi, ah ben oui, c'est ça. Les 35 heures et demie du modem. Je pense que là, on est au bout. Ah ouais. Tu lis ça dans du Courteline, tu lis ça... Enfin, on est au bout du modèle. Ah, on est au bout du modèle. Si on faisait 35 heures et demie. 35 heures et demie. Et dernier point sur l'IRA, c'est insupportable de voir les Européens s'offusquer comme ça du plan américain. D'abord, c'était dans le programme de Joe Biden. Ça s'appelait Build Back Better. BBB, c'était 950 milliards. Donc là, on n'en est qu'à la moitié. Donc quand on dit qu'on est surpris, mais qu'est-ce que vous avez fait, messieurs les dirigeants? Point numéro 1. Point numéro 2, ça fait quand même 15 ans qu'on réclame des États-Unis qui s'engagent sur le climat. Maintenant, ils le font. Et ils le font à l'américaine, massivement. C'est hyper simple. America c'est First. des subventions. Nous, regardez les usines à gaz qui sortent de nos crânes d'œufs. Je sais que ça fait un peu populiste. Non, mais il faut le dire ça. L'IRA, c'est du crédit d'impôt. Donc c'est très simple. Automatique. Très simple, automatique. Nous, c'est les PIEC, c'est ça. Et je regardais là, il faut en fait 2 ans entre le premier dossier, et au mieux, entre le premier dossier et l'arrivée des premières subventions, donc les programmes d'investissement. D'intérêt économique commun. Voilà. Programme d'intérêt majeur européen. Bon, qui permet en gros de faire sauter justement les règles de subvention et d'accélérer, sauf que tu accélères après 2 ans d'instruction de dossier, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous savez que sur les fameux... Parce que
Oui, il faut célébrer le contrat d'exportation entre les différents pays sur l'électricité. Mais quand j'entends que les gens célèbrent Next Generation Europe, le fameux programme de 750 milliards, est-ce que vous savez combien ce programme qui a été adopté, je crois, en juin 2020, pour faire face à la pandémie, combien a déjà été investi? Tu vas nous faire mal. 140 milliards. C'est-à-dire on a investi 19%. Enfin, je veux dire, et on avait célébré ce programme comme étant beaucoup plus rapide. Ouais. Je rappelle que le fameux plan Juncker, l'essentiel de l'argent a été dépensé quand la crise financière était déjà bien. Ouais. Les États-Unis ont réussi à faire ça en 1 ou 2 ans. Ça ne dépend que de nous. Et Donc nous, là, c'est et, pour nous, ça que je reste optimiste. et nous, il nous reste, je ne voudrais pas dire de bêtises, plus de 20 milliards du grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça, c'est très Nicolas- pratique. C'est très pratique parce que ça permet d'augmenter les budgets comme ça. France 2030 est passé de 34 milliards à 54 milliards. André, pourquoi C'est la multiplication des pains, ça. Pourquoi est-ce que ChatGPT, c'est encore une fois américain? Alors- D'abord, est-ce que tu confirmes? Moi, j'ai vu un chiffre passer. C'est à peine 100 millions d'euros d'investissement. ChatGPT, tu confirmes Non, ça? C'est pire. C'est parti avec 10 personnes et 10 millions de dollars. Alors, c'est maintenant soutenu massivement par Microsoft. Donc, Mais au départ, c'est pas une question de pognon, quoi. pas une question de pognon. Pour moi, c'est un immense. Alors, d'abord, je vais parler pro-domo. Vas-y, vas-y, seconde. C'est une immense démonstration que ce qu'on essaye de faire avec Jedi, avec cette fameuse initiative d'innovation de rupture, est la bonne. Ben, bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent. Donc, tous les gens qui parlent de France 2030 et combien de milliards ça investit, c'est indécent. C'est indécent avec l'argent public. C'est une question de méthode. Deux, rappelez-vous que ça fait à nouveau 10-15 ans qu'en Europe, il y a une fascination, une obsession. Comment est-ce qu'on peut concurrencer Google? Donc, on a mis des centaines de millions d'euros dans des concurrents à Google. Non, ce qu'il faut, c'est viser le coup d'après. Et le coup d'après, c'est pas un moteur de recherche copier-coller comme Google, parce que là, c'est fini. ou un Amazon Cloud, mais c'est d'imaginer le coup d'après. Et ça, c'est compliqué, parce que il faut Par effectivement... définition, il n'est pas Il n'est pas du tout trivial, Il est c'est pas- vraiment exponentiel. Et puis, il C'est n'est là pas où clair, le coup d'après. il faut travailler en interdisciplinaire, il faut vraiment se poser la question, et il faut surtout, troisième chose, expérimenter. Nous, ce qu'on adore faire, et les PIEC sont un bon exemple, on va essayer de trouver les meilleurs, et on ne va investir que là-dedans. Ce qu'il faut faire, comme avec les vaccins, 10 fois en parallèle, et il y en aura 1, 2, 3 qui vont marcher. Mais c'est sûr que si on n'achète pas notre billet de loterie, on est sûr de jamais gagner. Tiens, on va voir Donc c'est un immense message d'espoir pour les de Européens. fonds de private equity. C'est Tariq Krim qui vient régulièrement, et on le remercie d'ailleurs sur Bismart, qui envoyait le papier du New York Times sur lequel Google était en train, ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée d'ailleurs, d'essayer de rappeler Sergey Brin et Larry Page. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'alerte rouge. Ah, c'est l'alerte rouge chez Google, on va voir ça. C'est le cœur de leur. Alors, c'est peut-être plus le cœur de leur business en termes de volume d'activité, mais c'est quand même sur ça que Google a fondé tout ça. Donc, en fait, mais même chose avec Meta. On ne sait pas si Meta a fait un pari qui va bien tourner ou pas, mais ça montre bien que ces fameuses GAFAM ne sont pas Inexpugnables. invincibles, mais c'est certainement pas avec la réglementation européenne qui semble être aujourd'hui la seule chose sur laquelle on se concentre qu'on va y arriver. C'est en faisant une offensive majeure sur la recherche, sur la science, sur la technologie. On a tout ce qu'il faut chez nous, mais on l'a bureaucratisé à l'extrême. Et on ne donne pas les moyens à ceux qui essayent vraiment de le faire. Ouais, c'est-à-dire avant d'accélérer sur l'IA, nous on va se poser la question, qui est maintenant la question légitime avec ChatGPT, de l'ensemble des Comment réguler questions existentielles. Oui, voilà, c'est ça. Nous on va réguler avant de l'inventer. Première chose, on va dire comment est-ce qu'on va réguler, puis après éventuellement comment est-ce qu'on va subventionner d'autres acteurs. C'est notre principe. Mais le sujet, effectivement, il est là. Il est que on a l'impression que souvent, en Europe et même aussi en France, on se concentre sur le coup d'avant. On se concentre sur la crise d'avant. Ouais. Moi, il y avait un sujet qui m'avait énormément marqué. C'était des discussions, parfois très vives, autour du fameux cloud européen, cloud souverain. Et en fait, pour discuter avec des gens qui sont véritablement aux prises directes avec l'industrie du cloud, j'en disais, mais en fait, si vous prenez Amazon et Microsoft, jamais vous les rattraperez. Enfin, le niveau de service qu'ils sont capables de donner, le niveau de... Et c'est à peu près 50% de la part de marché mondial. Voilà, Donc, voilà. sur ce sujet, en fait, c'est pilier. et tous me disaient, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, parce que on ne bascule, enfin, sauf si on nous force, mais de toute façon, si on nous force, on va dégrader énormément notre niveau de service, parce que ils n'auront pas le même niveau de service. C'est pas un disque dur dans les nuages. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il faut inventer autre chose. À l'époque, il ne me parlait pas d'intelligence artificielle, mais c'était ça. C'est dire, il faut aller vers le coup qui va effectivement, ce que fait aujourd'hui Microsoft, nourrir
Tiens, toutes je te ces donne- autres Je te infrastructures. donne juste une petite précision là-dessus. Il viendra nous voir jeudi, Carlo Purasanta, donc, qui est l'ancien patron de Microsoft en France. Un bouquin intéressant, hein, je ne sais pas si tu l'as lu. Et il explique en fait, parce que maintenant il peut dire la vérité et puis chez Microsoft, que Microsoft n'arrive pas à rattraper Amazon. Ah oui. C'est-à-dire les 2 ans d'avance pris au tout départ par Amazon, il dit c'est sur le cloud. Hein, Bien sûr. ils sont meilleurs que nous et on a mis mais le paquet. Ah, mais dans C'est les intéressant. ceux qui font des appels d'offres cloud, interrogez ceux qui font des appels d'offres cloud. Il dit en fait, à un moment donné, on tombe sur Amazon. Ouais. Parce que quand on a besoin d'un certain nombre de services, les seuls qui sont capables de répondre avec un niveau. Il y a quelqu'un qui me disait, au moment où on avait des doutes sur l'approvisionnement énergétique et les coupures, est-ce que. Question posée justement au service d'Amazon Web Services, en disant mais comment ça va se passer pour vous si jamais il y a des coupures? La réponse, pour votre service, il n'y aura jamais de coupure. Nous vous le garantissons, on peut vous l'écrire, on peut vous le signer dans un contrat à l'américaine. Tout est prêt chez nous. Vous n'aurez, avec nous, jamais de coupure, quel que soit ce qui arrive dans les infrastructures françaises. Il n'y a aucun problème. Bon, ça, c'est une belle page de publicité pour Amazon. Mais en fait, Un peu, hein. non, mais c'était juste pour dire que les autres ne pouvaient pas s'engager à ce genre, parce que justement. Ouais, mais je me demande comment une ils telle- s'engagent quand même, parce que il y a un moment quand ça sort du data center, ça dépend plus d'eux quoi quand même. Bah, en fait, tout dépend en fait dans le data center. Enfin, en tout cas, là, c'était au cœur du data center. Oui, mais ils passent par un réseau qui est détenu par un opérateur. En fait, tout dépend du nombre de redondances que vous avez qui vous appartiennent à vous. Hein. Bref, donc voilà, donc Jedi, voilà, donc Jedi, voilà. Donc, si Alexis Kohler nous écoute, si Madame von der Leyen nous écoute, vous savez ce qu'il reste à faire. Mais je crois malheureusement plus, en tout cas pas au début, dans la capacité de vision de la puissance publique. J'aimerais qu'elle arrive. Je pense aujourd'hui que c'est le moment pour les entrepreneurs, pour les grandes fondations, pour ceux qui ont réussi de se dire il faut qu'on investisse et il faut qu'on mette de l'argent sur des sujets qui aujourd'hui n'ont pas de retour sur investissement immédiat. Ça a été le cas d'OpenAI, donc qui est à l'origine de ChatGPT pendant 3-4 années. Hein. C'est 2018. Hein. Ouais. C'est très Ah, récent. oui, Ça a oui, 5 ans à peine. Mais demain, Et c'est l'équipe de ça PayPal, hein, bon sang ne saurait mentir. ça va permettre Et c'est encore à l'écosystème européen d'avoir cette force. Donc moi, je crois beaucoup à la société civile qui doit se mobiliser. Donc Monsieur Arnaud, si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et il y a un petit peu Oh, lui, d'argent à tu mettre sais. là-dedans. Ouais. Tout le monde veut son pognon, lui. Donc. Mais il en a beaucoup. Oui, on a dit tout le monde. Ah oui, lui, là. Mais tu nous as dit que c'était pas une question. Mais juste pour finir, parce que c'est toi qui m'avais apporté. C'est la première fois, j'avais pas pris conscience du tout du truc. C'est grâce à toi. Donc, je voulais donner les chiffres comme on les a là sur l'espace. SpaceX donc a dit qu'il visait 100 tirs en 2023. Alors là, ce qu'on voit là, c'est le Starship. C'est le truc qui ira sur la Lune, ça. Hein. C'est la fusée lourde. Ouais. Voilà, c'est le truc qui ira sur la Lune. Sur lourde. Aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est Falcon 9 qui amène en orbite. Voilà. Donc, ils prévoient 100 tirs en 2023. On va voir s'ils y arrivent, parce qu'ils en ont fait 61 quand même en 2022. Donc, c'est quand même un vrai gros upside. Quand Ariane en prévoit combien, André? J'ai pas trouvé le chiffre, en 2. fait. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a encore 2 tirs d'Ariane 5 et on espère un tir d'Ariane 6. Le premier tir d'Ariane 6, la nouvelle fusée, est prévu pour on essaye vraiment de le faire avant la fin de l'année 2023. C'est effrayant. Mais on a Tu prends la mesure du déclassement. Ah, tu n'avais pas le chiffre non plus en J'ai tête. pas le chiffre ouais. du tout en tête. Moi non plus, c'est André qui nous avait amené ça la dernière fois, j'en revenais pas. Et regarde. Je suis bluffé. Là. J'entends. Il faut les soutenir. Il faut soutenir le patron de l'Agence spatiale européenne. Mais je pense qu'on vit dans le déni. Ah ben lui, il y est pour rien, le pauvre gars, évidemment. Non, mais oui, mais quand j'entends des gens qui disent nous sommes encore leaders spatiaux, j'entends ça par un commissaire. Mais dans quel monde vit-il? Le problème, c'est que si on veut une bonne stratégie, il faut être aussi lucide sur le point de départ. Et aujourd'hui, le point de départ, il est alerte générale sur la totalité des sujets. Sur l'espace, c'est clair. Je crois que sur l'énergie, il y a ces percées dans la fusion nucléaire. Alors, on ne sait pas si ça va marcher, mais les percées sont réelles. Sur la cryptologie post-quantique, ça semble technique, mais c'est l'avenir du chiffrement de toutes les opérations, toutes les transactions financières, confidentielles, messagerie, etc. Et là, c'est les Chinois et les Américains qui avancent. On a quelques pépites en Europe. Mais si on ne change pas nos méthodologies, si les gouvernements n'achètent pas massivement ça, parce qu'il faut arrêter cette espèce de course au soutien public, etc., invétéré. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'État
achètent ces solutions. C'est ça son vrai levier. Tiens, un autre petit chiffre quand même, c'est parce que on lance maintenant 114 satellites avec un seul tir. Wow. C'est pas mal aussi, hein, C'est impressionnant. le New Space, là, 114 satellites, un seul C'est tir. vraiment le New Space. Ouais. Ouais, ça n'a pas pris la mesure de ça non plus, du tout. Nous, on s'est arrêté avec la fusée Ariane des années 90. C'est ça. Et puis, dernier chiffre que j'ai appris en regardant le truc. Il faut tirer, si je peux me permettre, la pelote en fait de ça. Qu'est-ce que ça veut dire tirer 110 ou 120 par tir? Ça veut dire qu'on est moins, il faudra faire des satellites peut-être un tout petit peu moins perfectionnés et dont on pourra perdre certains, plutôt que d'essayer de viser la perfection. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Starlink, donc, c'est donc le réseau de Musk, c'est 3500 satellites maintenant en orbite basse. Ouais. Et donc, il a franchi le cap du 1 million d'abonnés. Et donc, il a pour l'instant, entre eux, alors c'est des estimations, hein, avant qu'il la mette en bourse, parce que ça, il va la mettre en bourse, Starlink, entre 800 millions de dollars et 1,6 milliard de revenus par an. C'est de la récurrence, parfait, c'est des abonnés, ils sont contents, clac, et avec ça, il va nourrir la prochaine étape, quoi. Écoute, tu faisais une... Alors, il n'est plus dans OpenAI, hein, il s'est barré, hein, il s'est fâché avec... il s'est fâché avec une Peter page Thiel. de pub pour Amazon, je vais malheureusement en faire une pour Starlink, je suis un de ses clients, je l'utilise. Oui, tu nous avais raconté en Corse. Et chez moi en Corse, c'est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, ça doit faire probablement réfléchir aussi à l'avenir des télécoms. C'est-à-dire que mettre cet argent absolument démentiel pour mettre la fibre jusqu'au dernier habitant auquel on a habitué tout le monde de l'Aveyron ou de la Bavière, c'est pas ça qui compte. C'est la mission. Oui, mais non. Alors là-dessus, attends. Non, je vais défendre notre cher et vieux pays. Donc la semaine dernière, on a eu un rapport de France Stratégie très intéressant. Donc ça y est, c'est fait. On a dépensé 35 milliards, mais ça y est, c'est fait. 100% du pays, alors 99% du pays est raccordable par la fibre. La moitié des Français aujourd'hui reçoivent Internet par la fibre. Et ce que tu constates, c'est le chiffre le plus surprenant du rapport de France Stratégie, mais on en reparlera, c'est une augmentation de l'emploi dans les zones fibrées, une augmentation de la dynamique entrepreneuriale dans les zones fibrées. Donc, non, jette pas le bébé avec l'eau du bain. Non, on l'a fait, c'est bien, c'est fait. Mais formidable. Cette infrastructure-là, la France peut en être fière. Voilà. Le sujet, c'est pas la fibre. Le sujet, c'est l'accès Internet au début partout. Et oui, c'est ça qui ça. crée de la valeur. Ce que je veux juste dire, même en Corse, a priori, c'est possible, hein, André. Alors peut-être pas au bout de ton village. C'est peut-être le 1% qui. En même temps, comment est-ce que vous avez accueilli les mecs? Enfin bon. Que les Corses, de toute façon. Quand les trucs sont arrivés là, tu vois. Pardon. Pas de cliché. Je ne ferai pas de commentaires sur les clichés que je viens d'entendre. Pas de cliché. Non, ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas il ne faut plus parler de cloud, il ne faut plus parler d'hydrogène, il faut parler de stockage énergétique, il faut parler d'accès au débit. Ce pays meurt de ce côté où on pousse des solutions et derrière, évidemment, des lobbies. Ce qu'il faut, c'est des solutions. Et c'est ça sur lequel on peut... Mais là, c'est une solution. Non, là, t'es sévère. Là. Non. C'est une la solution. fibre, c'est formidable. Ce que je voilà. veux dire, c'est que demain, quand on va passer encore un cran, il y aura peut-être une nouvelle technologie, ça sera peut-être un bouquet, ça sera une approche comme ça. Ce côté européen, français, où on dit on va tout miser là-dessus. Les autoroutes de l'information, on les a. Voilà. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est fait. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. 35 milliards. 35 milliards, c'est le chantier le plus important ever en attendant la facture du Grand Paris. Normalement, le Grand Paris va être juste en dessous, mais personne ne pense qu'il sera juste en dessous. Mais là aussi, c'est de l'infrastructure massive. Enfin, tu peux pas. Tu vois, là, André, il faut pas. Non, mais le seul sujet, c'est que sur cette infrastructure-là, sur l'infrastructure fibre, visiblement, il y a encore un peu de travail d'après, comme on dit dans les chantiers, les petites finitions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont débranchés, rebranchés. Oui, mais c'est du détail. Elle est là. En fait, visiblement, pour certaines localités, c'est loin d'être du détail. C'est encore résidence secondaire de Villefranche-Galland. Non, moi ça va, mais Starlink, mon vieux. Voilà. Mais voilà. Et donc, combien ça coûte Starlink, 100 balles par an? 50 € par mois. 50 € par mois, ouais, c'est un peu cher quand même. C'est cher? Non, c'est le montant de mon abonnement mobile. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. La fibre, il y a des abonnements. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. La fibre basique, c'est 100. Finissons avec la Chine, puisque vous en êtes tous les deux des bons connaisseurs. T'as écrit, on va voir, Wilfried, les habits neufs du président Xi. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? En fait, moi, ce qui me frappe, déjà, parce que c'est le début de l'année lunaire. Oui, c'est aujourd'hui, c'est ça. Exactement, aujourd'hui, hier. Le lapin d'eau, exactement, voilà, le lapin.
Et en fait, ce qui me frappe énormément, c'est le changement de pied absolument total de Xi Jinping, non seulement sur le côté sanitaire, mais sur beaucoup de dossiers, y compris des dossiers économiques, depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'on imaginait Xi Jinping progressivement en héritier de Mao Zedong, promouvant un espèce d'empire chinois éternel. D'empire chinois éternel sous la mode capitalisme léniniste, avec ces fameuses 14 points de la pensée Xi Jinping, et la première, que je cite régulièrement, qui est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toutes sortes d'organisations sociales en Chine. Je rappelle, c'est maintenant dans la constitution chinoise. Et il le mettait véritablement en place. Et là, ce qu'on semble avoir depuis quelques mois, c'est un retour à une espèce de pragmatisme chinois qui n'était pas loin d'ailleurs quand on étudie attentivement les propos de Mao Zedong. Il avait un côté je dis tout et son contraire, et comme ça derrière je choisis. Bon, c'était un peu son mode de fonctionnement. Là, Xi Jinping commence à dire je change d'avis, et je change d'avis pourquoi ? Parce que je me rends compte que pragmatiquement, il y a, pour reprendre la discussion qu'on vient d'avoir, il y a des objectifs qui sont plus importants que la méthode et que les outils que je voulais employer. Et donc l'objectif de prospérité de mon peuple, et l'objectif de redevenir la première puissance économique mondiale à horizon 2049, donc pour l'anniversaire de la République populaire, devient de plus en plus compliqué si je n'arrive pas à remettre le pays sur les rails économiques dont il est en train de sortir depuis 2 ans. Et clairement, tout ce que j'étais en train de faire sur l'Internet chinois et les plateformes, sur le contrôle des entreprises d'État, sur évidemment le Covid, sur le contrôle du système financier pour éviter qu'il y ait trop de dettes et pour essayer de le contrôler au maximum, tout ceci, je suis en train de revenir progressivement derrière. C'est pour ça que j'appelle ça les habits neufs, dans un clin d'œil au livre de 1971 de Simon Leys, qui a ouvert un peu les yeux du monde sur Mao. Ça s'appelait les habits neufs du président Mao. Et en fait, il est en train de changer complètement, cette fois peut-être pour plus de pragmatisme. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, parce que c'est vrai que la Chine, c'était 30% de la croissance mondiale historique dans la décennie 2010. C'est devenu moins de 10%. C'est un sujet de stabilité géopolitique, ça ne l'est plus. Il va falloir que ça change. En 2 minutes, André ? Je suis d'accord, j'irai plus loin, j'ai une lecture légèrement différente. Pour moi, Xi Jinping a senti le vent du boulet il y a 1 mois. C'est-à-dire avec toutes les manifestations contre la politique de zéro Covid, le fait que pour la première fois sur le 3e périphérique de Pékin, à Shanghai, là dans la fameuse rue Urumqi, il y a eu des appels à sa démission. Je crois qu'il a senti quelque chose à la manière 89 arriver. Oui, mais il aurait pu avoir une réponse à la manière 89. Il n'a pas eu une réponse à la manière 89. Sauf qu'on est dans un pays qui est autrement plus développé. Et, c'est plus possible, tu veux dire ? S'il a cette réponse-là, c'est que la réponse en mode Tiananmen... On a quand même aujourd'hui une classe... D'abord, on a des réseaux sociaux qui font que l'information circule, même si elle est avec des mots-clés, etc. C'est intéressant, ça. Moi, je crois qu'au contraire... Pour moi, alors, je ne vais pas essayer de faire des prévisions à la Nouriel Robinet. Moi, je pense que la fin est proche. C'est très dangereux de faire des prédictions, mais je crois qu'ils ont senti que la toute-puissance du parti était mise en question. Et je crains que ce retour au pragmatisme, qui était vraiment plutôt celui de Deng Xiaoping, il sera très difficile. Parce que, le monde entier a compris que la Chine voulait... prendre une prééminence et qui ne serait pas forcément uniquement pacifique. Là, il faut bien regarder. Il faut conclure, André. Deuxième chose, leur démographie est catastrophique. Leur croissance économique est probablement en dessous des 3% officiels pour 2022. Donc je crois que ça va être très difficile et ça risque d'être un régime qui va effectivement être pragmatique économiquement, mais qui va de plus en plus se durcir. Et à nouveau, il ne faut pas dire... La Chine, je pense que le vrai sujet pour les Occidentaux et les démocraties, c'est le Parti communiste chinois. La Chine est un pays avec une culture extraordinaire. Merci les amis. Demain, interview, on parlera industrie, on reparlera de l'IRA justement. Anaïs Voigilis viendra nous voir, on parlera automobile, donc on va se faire un petit focus industriel demain. À demain sur Bismart.